wallonne où il sera intéressant d'investir dans le futur, où il est déjà peut-être intéressant d'investir. Je vois qu'on est déjà assez nombreux ici, donc on va pouvoir directement commencer. Comme ça, on ne perd pas trop de temps puisqu'on a beaucoup de choses à voir. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Cyril van der Ginst et j'interviens plutôt ici aujourd'hui au sein de la société Cartouche. Donc Cartouche est une société de chasseurs immobiliers, c'est-à-dire que pour le compte de clients, on va rechercher soit des maisons d'habitation unifamiliales, des investissements, des terrains, etc. On organise une série de webinaires sur différents sujets. Le dernier sujet était l'investissement en société ou en privé, qui est disponible éventuellement sur YouTube pour les personnes qui veulent le voir. Ce webinaire-ci qu'on va voir ensemble aujourd'hui, donc sur l'analyse des différentes villes wallonnes où investir, ne sera normalement pas rediffusé, tout simplement parce qu'il fera l'objet d'une série de webinaires. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, donc on a le sommaire ici avec le contexte général dans lequel on se trouve aujourd'hui dans le marché immobilier. On va planter un peu le décor, voir est-ce que c'est intéressant ou pas dans le marché actuel d'acheter. Le type de bien qu'on peut privilégier en tant qu'investissement immobilier, la situation idéale à choisir ou en tout cas les points d'attention pour le choix dans son investissement. Une petite étude comparative sur différents investissements dans différentes villes avec la rentabilité de ces différents placements. Le plus intéressant, certainement pour la fin, les perspectives d'avenir. Donc, les villes wallonnes où il y a de belles perspectives et potentiellement des plus-values intéressantes à faire. Et on terminera, comme toujours, avec une conclusion. Donc, tout d'abord, dans le contexte général du marché, on entend beaucoup de choses et de choses différentes de par les médias. On a eu une première période de l'année où on parlait d'envolée des prix. Donc, les prix de l'immobilier résidentiel s'envolent, les prix de l'immobilier sont en hausse. À qui la faute? Est-ce qu'il y a véritablement une hausse des prix de biens immobiliers partout en Europe? Dernièrement, l'Écho, les prix s'envolent sur le marché immobilier et tout récemment, j'ai updaté les slides ici pour ça, un dernier article qui demande si la flambée des prix n'est pas en train de se calmer. Donc, on est dans ce contexte général où on a entendu beaucoup de choses sur le marché immobilier, sur la rareté aussi des différents bâtiments à la mise en vente. C'est ce qu'on va analyser ici dans un premier temps, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu une telle hausse du marché immobilier et quelles conséquences ça a pu avoir aussi sur le global. Donc, on a ici des statistiques pour commencer. Quand vous êtes toujours en forme, c'est toujours bien de commencer par les statistiques. On a donc les statistiques qui proviennent de StatBel. C'est toujours des statistiques qui sont décalées puisqu'elles sont issues du premier trimestre. On compare toujours des trimestres, donc 2020 et 2021. Donc, on a ici la différence entre le premier trimestre de l'année dernière et celui-ci, qui est une différence qui est somme toute assez marquée, où on a les prix médians, donc un prix médian par rapport à un prix moyen. Donc la moyenne, c'est l'addition de tous les prix divisé par son nombre. Un prix médian, c'est une valeur numérique qui se situe entre la valeur inférieure et la valeur supérieure. C'est toujours ce qui est pris en statistique, ou en tout cas ici pour les ventes immobilières. C'est pour éviter les extrêmes s'il y a un château, par exemple, qui s'est vendu au cours de l'année à 5 millions d'euros, qui ne viennent pas influencer sur un prix moyen immobilier. Donc on est dit ici que les prix médians des maisons de type fermé et ou demi-fermé ont augmenté de 19,7%. Qu'est-ce qu'une maison de type fermé ou demi-fermé? C'est les maisons tout simplement
2 ou 3 façades, donc 19,7% d'augmentation de prix médian. Les maisons de type ouvert, donc les maisons de type 4 façades, elles ont augmenté de 14,2% du trimestre 2020 au trimestre 2021. Et les appartements, quant à eux, ont eu une augmentation de 5,5%. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est bien sûr l'impact du coronavirus avec des transactions qui étaient moindres, voire inexistantes au premier trimestre 2020 et qui ont été reportées sur les trimestres suivants, ce qui fait que le marché a été somme toute compressé, ce qui a amené une surévaluation, on va l'appeler comme ça, des prix de vente. On dit ici aussi que par rapport à la Flandre, donc ce sont des prix médians au niveau national ici. On va analyser après bien sûr les prix de la région wallonne. Donc on nous dit que le bonus logement en région flamande a été aboli et que le marché wallon a pesé à plus grosse mesure sur le prix médian ici au niveau national. Pour la région wallonne, donc on voit que les augmentations sont beaucoup moins spectaculaires, puisqu'au premier trimestre 2021, les maisons, donc 2 ou 3 façades, ont affiché un prix médian de 159 000 euros, donc une hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente, donc 2020. Les maisons donc type 4 façades ont progressé de 11 000 euros, donc 4,4% pour atteindre 261 000 euros de valeur médiane. Et les appartements ont eux augmenté de 4,5% pour atteindre 156 750 euros. Donc on voit c'est quand même moins marqué comme augmentation de ce qu'on peut lire dans les différents médias. Donc on est loin quand même des 19,7%, puisqu'on oscille ici entre 6 et, pardon, j'étais sur la slide précédente, donc entre 4,5, enfin 4,4 et 6% d'augmentation. Et on peut voir sur l'évolution des différents trimestres. Donc on a la comparaison entre le trimestre 2020 et le trimestre 2019 qui est reprise ici aussi dans le tableau. Donc à cet endroit ici, on voit qu'il y a une augmentation pour les maisons 2-3 façades, donc dans cette période-là de 3,4%. Pour les maisons 4 façades de 5,9% et pour les appartements de 3,4%. Donc on voit qu'il y a de toute façon chaque année, avant crise coronavirus, une augmentation qui peut être aussi significative, puisque 5,9% d'augmentation sur les maisons 4 façades trimestre 2019-2020, c'est quasiment équivalent à ce qu'on connaît ici sur ce trimestre avec 6% pour les 2 et 3 façades. Donc, c'est toujours un peu ce qu'ils font pondérer dans les discours des médias, c'est que il faut comparer ce qui est comparable aussi entre le niveau national et la région wallonne, bien entendu. Pour le nombre de transactions, parce que ça c'est très important, il y a toujours une question de prix, mais il y a aussi une question de mouvement de marché, et c'est là où on a vraiment de réelles différences, et ça s'explique vraisemblablement par cette crise du coronavirus, où on n'a plus du tout eu de transactions pendant une certaine période, puisque les visites étaient interdites, le déplacement, etc. Donc, à partir du moment où on part de zéro, c'est plus facile d'avoir une augmentation importante en termes de pourcentage. On voit ici, on a la Belgique et la région wallonne. On va zoomer ici sur la partie région wallonne, où on avait justement une perte de marché, de nombre de transactions, donc de nombre de ventes qui se faisaient entre 2019 et 2020 en premier trimestre. On voit moins 3,3%, moins 12,9% pour les appartements et moins 5,4%. Et à contrario, on a bien sûr une augmentation entre 2020 et 2021, étant donné que il y a justement eu un net recul la période précédente. Donc on a augmenté entre 6,5% et 27,8% en nombre de transactions. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi
un peu le sentiment qu'on peut avoir dans le marché immobilier actuel, en se disant que il y a peu d'offres de manière générale ou qu'il y a beaucoup de concurrence, surtout sur les visites qu'on peut faire et le nombre de transactions. C'est tout simplement parce que les personnes qui étaient déjà à l'achat l'année dernière sont arrivées en même temps sur le marché ou sont restées plutôt sur le marché, parce qu'il n'y avait plus rien qui sortait en termes de vente, en même temps que les nouvelles personnes qui arrivent naturellement chaque année sur le marché. C'est ce qui explique que les prix ont été un peu compressés et donc ont augmenté dans une certaine mesure en tout cas, tout simplement parce qu'il y a eu un effet de surconcurrence. Ça reste un marché économique, donc la loi de l'offre et la demande, où il y a eu un peu plus de demandes, donc de candidats acquéreurs, que de maisons disponibles pour ces candidats sur une période donnée. Donc voilà un peu pour le contexte général dans lequel on se situe au jour d'aujourd'hui, bien que cette tendance est quand même en train de diminuer un peu. On remarque maintenant dans le marché immobilier qu'il y a de plus en plus de baisses de prix et des maisons qui prennent un peu plus de temps à être vendues, par exemple. Donc ça montre qu'on revient dans un marché un peu plus correct également. Quand on veut investir, on parle souvent de rendement pour l'investissement. C'est ce qui intéresse la personne qui souhaite placer son argent dans l'immobilier. On a des rendements qui peuvent être calculés en brut ou en net de différentes manières. On a des rendements bruts, ici c'est toujours national, dans le neuf, donc l'immobilier neuf, les nouvelles constructions, entre 3 et 3,75% de moyenne. Dans l'ancien, on pourra aller entre 3,75 et 4,75% de rendement moyen. Les locations meublées sont un tout petit peu plus rentables avec du 4,25 et du 5%. Colocation et cote entre 5 et 6,5%. Et les locations saisonnières, donc type gîte Airbnb par exemple, entre 5,5 et 7,5%. Ce qu'on peut remarquer ici dans ce tableau, c'est tout simplement que le pourcentage de rendement augmente en fonction de la gestion que ça peut demander aussi de détenir ce type de logement. Il sera bien sûr plus important d'être présent, de mettre les draps, le Wi-Fi, etc. Dans une location saisonnière type Airbnb que dans un immeuble neuf, un appartement que vous auriez acheté. Donc les rendements bruts sont certes numériquement plus intéressant, mais le rendement net ne l'est pas toujours et c'est toujours un calcul à faire, bien entendu. Ici, c'était simplement pour pouvoir comparer avec un compte épargne avec un taux de 0,45% en moyenne, ce qui est déjà une belle moyenne puisque c'est quand même rare encore au jour d'aujourd'hui d'avoir du 0,45 sur son compte épargne. C'est tout simplement pour montrer que l'immobilier reste, peu importe la catégorie dans laquelle on se situe en placement immobilier, reste certainement un beau placement. Bien sûr, il ne faut pas être trop chauvin non plus. Il n'y a pas que l'immobilier qui est intéressant en termes de placement. On vous a mis ici les différents placements. Il y en a bien sûr bien d'autres, mais potentiels également. Le gros avantage de l'immobilier par rapport à la bourse, crypto-monnaie, l'achat d'or par exemple, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est simplement pouvoir anticiper des revenus que vous n'avez pas encore, que la banque va vous prêter, bien sûr avec des taux d'intérêt, mais qui sont relativement bas au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir acheter de l'immobilier. Ce qui ne sera jamais le cas, vous n'allez jamais pouvoir frapper à la porte de la banque parce que vous avez envie d'acheter de l'or, 1 kilo d'or, en disant je m'endette sur 20 ans pour acheter de l'or. Donc ça, c'est le gros avantage de l'investissement en immobilier, c'est que vous pouvez investir avec de l'argent que vous n'avez pas encore ou que vous n'avez pas encore gagné. Pour le type de biens à privilégier ou en tout cas le type de biens qui sont disponibles sur le marché, on va comparer quelques types de biens potentiels à l'acquisition en termes d'investissement. Donc, on aura bien sûr toujours l'incontournable appartement en centre-ville. Donc, c'est vraiment le type d'investissement qui est le plus prisé des investisseurs de manière générale.
surtout dans la nouvelle construction pour des raisons de gestion par la suite, pour ne pas avoir à faire de travaux et être tranquille au niveau technique, chauffage, électricité, etc., au moins 15 ans. A contrario, dans les immeubles à appartements, on a toujours des charges de copropriété qui seront là et exigées. Donc les charges de copropriété, c'est simplement le fait que vous avez votre appartement qui est votre propriété privée, mais pour accéder à cet appartement, vous avez un parc, par exemple, un parking qui est commun, des escaliers, des ascenseurs, etc. Et tout ça, il faut le mensualiser et le payer avec un syndic professionnel qui gère la plupart du temps cela. Donc, ça peut impacter le rendement net, voire même fortement impacter le rendement net de l'investissement en immobilier. On peut aussi combiner l'investissement avec le plaisir en achetant par exemple un appartement à la mer, se disant qu'on le loue en haute saison et qu'on en profite à certaines périodes de l'année. Le rendement de la location permettra de payer soit le crédit, soit les charges, etc. Et on pourra toujours profiter de cet appartement. C'est un type d'investissement qui est fort répandu ici en Belgique, où pas mal de personnes ici en Wallonie ont une seconde résidence qu'ils mettent en location saisonnière à la mer. On a donc à l'inverse des appartements, les maisons en centre-ville par exemple, qui seront certainement plus intéressantes en termes de coût d'acquisition. On achète toujours, ou en tout cas actuellement, une maison moins chère au mètre carré qu'un appartement par exemple, et surtout on fait un peu ce qu'on veut dans son bâtiment. Si on n'a pas envie de couper la pelouse une certaine semaine ou refaire certaines réparations qui pourraient s'avérer nécessaires, c'est le propre choix quand on est propriétaire d'une maison. À l'inverse, dans une copropriété, quand c'est décidé et que, par exemple, il faut remplacer la toiture, ben vous devrez mettre la main au portefeuille sans avoir beaucoup le choix. On a aussi bien sûr le potentiel d'investir dans des villas. C'est honnêtement moins ce qu'on voit dans l'investissement de manière générale parce que le coût d'acquisition est nettement supérieur. On l'a vu tout à l'heure, le prix médian d'une maison est de 159 000 euros quand le prix médian d'une villa est à 261 000 euros pour un rendement locatif qui ne sera pas en conséquence. Donc les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier se tournent rarement vers les villas, bien qu'on pourrait envisager l'investissement en colocation par exemple ou en co-living, qui est une tendance nouvelle et qui semble porter ses fruits dans l'investissement, en achetant une maison plus cossue et en divisant le nombre de chambres par les locataires. Dans les typologies d'appartements, on a bien sûr les lofts et les studios. Donc les lofts auront d'intéressant que le prix au mètre carré d'acquisition sera beaucoup plus intéressant. On aura une grande surface pour un prix équivalent à un logement neuf, par exemple dans une nouvelle résidence. C'est intéressant aussi parce que on rénove des zones industrielles et on transforme à ce moment-là des usines, par exemple, en logement, mais on sera souvent en dehors des villes ou des zones urbaines de manière générale. On a aussi bien sûr les studios qui seront une possibilité d'investissement, qui seront intéressants parce que le coût d'acquisition va être nettement inférieur puisque les mètres carrés le sont également. On peut, si on a un peu d'argent de côté, peut-être acheter plutôt 2 studios dans 2 environnements différents qu'un grand appartement ou une villa. On a bien sûr d'autres types d'investissements un peu plus particuliers, comme l'immobilier de santé. Donc c'est typiquement l'achat de parts de sociétés dans des homes, maisons de repos ou maisons de soins. Et il y a 2 possibilités quand on fait ça. Donc, soit vraiment on achète des parts d'exploitation pour avoir un rendement qui sera soit garanti, soit pas, ou on préachète déjà sa future chambre dans cette maison de repos en se disant, ben, j'investis maintenant
et plus tard je pourrais bénéficier de cette chambre que j'aurais achetée. C'est honnêtement plus rare ici en Wallonie qu'il y ait des développements immobiliers dans cette catégorie, mais en tout cas ça existe et ça peut être intéressant en termes de pourcentage de rendement. On a bien sûr aussi les chambres d'étudiants, donc les cotes. Soit on achète tout l'immeuble avec plusieurs cotes dedans, ou on peut parfois acheter des cotes à la découpe, où là le rendement sera intéressant dans en tout cas le moyen de gamme. Il l'est beaucoup moins dans le haut de gamme. Donc maintenant on voit fleurir des résidences étudiantes un peu plus haut de gamme avec des services comme des salles communautaires, des billards, des choses comme ça. En termes de rentabilité, en tout cas, c'est pas spécifiquement ce qui est le plus recherché par les personnes, donc la rentabilité est moindre sur ce type d'acquisition. On peut aussi investir dans les commerces. Donc ici, on parle vraiment en termes d'investissement. Donc je place de l'argent dans un bien immobilier. C'est pas j'ai envie de faire un commerce dans telle ou telle rue, par exemple, ou ville. Donc c'est j'achète une cellule commerciale pour la mettre en location. Honnêtement, nous, quand on doit conseiller des clients au jour d'aujourd'hui, c'est pas le type d'investissement qu'on conseille, tout simplement parce que la crise du coronavirus a eu des impacts quand même assez forts sur le commerce de proximité ou physique en tout cas, puisque le e-commerce a pris beaucoup d'ampleur. Donc c'est parfois risqué d'acheter de l'immobilier commercial, sauf éventuellement des cellules commerciales dans des complexes commerciaux de plus grande importance, mais plus rarement en tout cas en centre-ville. On peut aussi investir bien sûr dans des hôtels et villages de vacances pour toujours, un peu comme dans la même idée que l'appartement en mer du Nord, pouvoir éventuellement bénéficier de son logement, mais c'est pas toujours le cas non plus. Parfois, c'est simplement un placement financier. Donc ici, ça c'est vraiment dans l'immobilier résidentiel. Il y a bien sûr d'autres possibilités. On peut acheter des terrains, on peut acheter des bois, on peut acheter des garages, des emplacements de parking. Il est bien sûr possible d'un peu tout acheter dans l'immobilier et d'en faire un certain rendement. Mais c'était pour prendre les catégories ici qui étaient les plus représentées dans l'investissement de manière générale. Quand on a décidé ce qu'on voulait acheter, il faut bien sûr savoir où on veut acheter et où il faut éventuellement acheter. Et c'est ici toute la question de ce webinaire, c'est qu'un investissement n'est pas toujours bon à tous les endroits. Donc, bien sûr, un appartement à la mer, on va me dire c'est un appartement à la mer, mais la mer du Nord, c'est pas tous les endroits de la mer du Nord ne s'équivalent pas non plus. Donc, où il ne faut pas se tromper dans l'immobilier, c'est vraiment au niveau de la localisation. On voit ici la carte de la Wallonie avec une échelle de couleurs. On remarque sur les zones qui sont pointées ici qu'elles sont plus chères, beaucoup plus chères que les zones périphériques. On remarque que ce sont des zones qui sont frontalières. Bien sûr, la Wallonie est toujours attachée à la Flandre pour former la Belgique au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de frontière, c'est cette frontière inexistante en réalité, mais régionale, où on voit que tout ce qui touche à peu près la Flandre a quand même un marché immobilier qui est fort soutenu. Et c'est un peu pareil en bas à droite de votre écran, donc à la frontière luxembourgeoise, avec les entités comme Mésancy, Attert, etc., où on voit que l'immobilier est quand même nettement plus cher, puisque l'échelle de valeur va de 80 500 euros à 587 500 euros de valeur. Le sud de la province de Namur, par exemple, et la Botte du Hainaut sont les endroits où l'immobilier est nettement moins cher. De mémoire, c'est Astières, la commune d'Astières qui est la commune la moins chère de Belgique. Et je pense Lannes qui est la ville la plus chère ici de Wallonie.
Donc, on peut voir déjà qu'il y a des différences de valeur dans certaines zones et se dire, ben, est-ce que c'est intéressant d'acheter dans les zones à forte valeur ou plutôt aller se diriger dans les zones plus accessibles en termes financiers. On s'est basé alors sur ce que les gens recherchaient quand ils achètent de l'immobilier, ce qui est les critères plutôt qui sont les plus importants. Donc, on a pointé plusieurs critères. Donc, c'est les facilités, donc tout ce qui est transport, hôpitaux, commerce. Ce qui est important aussi, a priori, pour les personnes dans les statistiques qu'on a pu voir, c'est des zones vertes à proximité. On a aussi remarqué, et c'est le bureau Stadim qui nous l'indique, qu'il y a maintenant une petite différence de priorité dans la recherche de logement avec cet effet justement télétravail où il est moins important d'être vraiment à toute proximité de son lieu normal de travail, où les gens maintenant peuvent aller un peu plus loin pour se domicilier par exemple. Pourquoi c'est important ici de connaître les critères principaux de recherche des personnes quand ils recherchent de l'immobilier? Parce que quand on veut investir, ben, il faut plaire un peu à tout le monde ou en tout cas à la majorité. Et donc, il faut savoir ce qui est important. C'est pour ça qu'on s'est basé sur les cartes du réseau ferroviaire, par exemple wallon, pour déterminer des villes où il est intéressant de s'implanter parce qu'elles ont un accès au transport en commun qui est plébiscité. On a recoupé cette information avec les axes autoroutiers les plus importants en Wallonie également pour essayer de trouver des points d'intersection entre les différentes zones. Et un critère qui est important aussi et qui ressort des sondages, c'est la présence d'hôpitaux à proximité. Et donc, on a pointé également les hôpitaux ici en Wallonie, où on remarque quand même qu'il y a une très grande offre d'hôpitaux dans le Hainaut, le Liégeois et le Brabant wallon, beaucoup moins à Namur, donc dans les Namurois, et encore beaucoup moins en province de Luxembourg. En recoupant un peu toutes ces informations, on a pu déterminer des villes potentielles où il était bon d'investir. On a une petite étude de cas ici sur des villes qui sont pointées. Il y a bien sûr possibilité de faire des études de cas sur toutes les villes de Wallonie, mais alors le webinaire allait vraiment être très long, autant pour moi que pour vous. Donc on s'est positionné dans la tête d'un acheteur en se disant, ben voilà, j'ai un budget de 250 000 euros et quel rendement je peux espérer à Mons, Libramont, Liège, Namur ou Wavre. Pourquoi ces villes? Tout simplement parce qu'elles cochent les cases qu'on a vues ici. Donc, réseau ferroviaire, réseau autoroutier, facilité de manière générale commerciale, zone de verdure et hôpitaux également. Donc, dans si ça veut bien fonctionner, donc dans ce cas de figure ici, on analyse des appartements, 2 chambres, 90 mètres carrés habitables de manière générale, puisque c'est à peu près la tapée entre 80 et 90 mètres carrés habitables pour des 2 chambres, et c'est le type de logement qui est le plus recherché. C'est pour ça qu'on voit que la plupart des promoteurs immobiliers, quand ils construisent rarement des appartements 4 ou 5 chambres qui pourraient parfois trouver preneur, mais ils se concentrent vraiment dans 1 à 2 chambres, tout simplement parce que c'est vraiment le type de logement qui est le plus intéressant. Quand on voit ici, par exemple, la première étude comparative à Mons, on a toujours pris des logements de chez Thomas Piron. C'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont implantés, très bien implantés en Wallonie, un peu dans toutes les villes qu'on a voulu analyser. Comme ça, on analyse vraiment les mêmes caractéristiques de construction, puisque du Thomas Hyperon, que ce soit à Mons, à Charleroi, à Liège, à Wavre ou à Namur, normalement ça reste sur le même standard de construction. Donc ce qu'on peut voir ici au-dessus à droite de votre écran, les 312 résultats, ce n'est pas 312 appartements qui sont à vendre sur Mons, c'est tout simplement pour voir le volume de marché. Donc c'est 312 résultats de vente de manière générale sur Mons.
Donc, il y a autant de garages que de terrains, que de maisons anciennes, nouvelles, etc., que d'appartements. C'est tout simplement vraiment pour globaliser le volume de marché qu'on peut avoir. Donc ici, on analyse un appartement, donc c'est avenue des Bassins à Mons. Ça ne veut pas dire que vous devez aller l'acheter spécifiquement, hein, mais c'est un appartement de chambre de 90 mètres carrés, donc qui rentrait dans les critères de sélection. On a un prix hors TVA de 206 000 euros. Donc ça, la TVA dans la construction neuve, sauf quand c'est reconstruit, mais sinon c'est 21%. Donc c'est quand même un point important à prendre en considération dans son acquisition aussi, puisque c'est plus important que de l'immobilier ancien. Et sur base de ces caractéristiques ici, à Mons, on a pris les prix moyens de location. Donc c'est la valeur indicative qui se situe, c'est la grille des loyers de la région wallonne qui a été utilisée ici pour comparer la même chose entre tous les appartements. Donc on a un loyer moyen sur ce genre d'appartement de 622,88 euros. Bien sûr, c'est comme toute moyenne, il y a des appartements qui seront plus chers, d'autres qui seront moins chers en fonction de leur situation, etc. Mais ici, c'est vraiment par rapport à cet appartement, sa localisation, qu'on a déterminé ce prix de 622,88 €, donc sur un montant d'acquisition de 206 000 euros. On a analysé aussi Libramont, puisque Libramont cochait les cases pour la province de Luxembourg en tout cas, où là on voit en haut à droite de votre écran, il n'y a que 7 résultats de manière générale sur le marché de vente sur Libramont, donc c'est extrêmement peu. Par rapport à Mons où on a 312 résultats, vous voyez, on n'a pas beaucoup de choix quand on veut acheter à Libramont. On a ici un appartement dans les mêmes caractéristiques à 3 mètres carrés près, donc 2 chambres, 93 mètres carrés, toujours au premier étage, pour 234 800 euros, avec une valeur locative indicative de 620,32 €. Donc on peut déjà regarder entre les deux logements. On a à peu près le même prix de loyer, mais on est plus intéressant à l'acquisition à Mons par exemple. Et surtout, on aura plus de choix potentiels dans le marché, puisque Libramont, en tout cas pour cet exemple-ci, est un micro-marché où il y a peu de transactions de manière générale. Ce qu'on va analyser ici, donc Mons, Libramont, Wavre, Namur, Liège, peu importe, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller investir soit à Mons, soit à Libramont. Ça veut simplement montrer qu'il peut y avoir des différences significatives ou pas dans les prix d'acquisition et dans les prix de loyer. Bien sûr, si vous préférez la ville de Libramont que Mons pour investir, c'est très bien aussi. Pour Liège, donc un volume de marché de 286 résultats de mise en vente, donc c'est un marché tout à fait raisonnable en termes de volume, même un gros marché. On a un appartement ici, 89 mètres carrés de chambre, son prix d'acquisition 221 000 euros hors TVA, avec un prix de location qui est un tout petit peu inférieur aux autres, donc 619,40 € en termes locatifs. Donc on voit ici, ce sont chaque fois des constructions neuves de multilogements. Il y a souvent beaucoup d'appartements dans ces constructions, ce qui nous permet d'avoir aussi un certain choix, mais qui va pouvoir aussi apporter beaucoup de logements sur le marché. Il faut savoir que en Wallonie, il y a 1 million de logements déficients, donc il manque 1 million de logements à l'horizon 2035. Donc, il est important pour les promoteurs immobiliers de construire et de construire beaucoup. À Namur, donc on a cet appartement ici de chambre rue du 1er Lancier pour 227 010 €, très précisément. Donc toujours deux chambres, un tout petit peu moins de mètres carrés, donc 86 mètres carrés habitables, toujours au premier étage, avec un loyer indicatif de 683,60 €. Donc un loyer supérieur pour l'instant aux autres analyses, et un volume de marché de 154 résultats. Donc là, on a un marché plus petit ou un moindre marché sur Namur
que sur les autres villes, à part Libramont, bien entendu, qui est un peu une exception, je pense. Pour Wavre, donc un volume de marché de 187 résultats, donc ça ressemble un peu à Namur, 154-187. Donc un volume intéressant de marché également, un appartement 2 chambres 91 mètres carrés pour 226 868 €. Bon, apparemment, Thomas et Piron a bien calculé à la virgule près son prix d'appartement. Et là, par contre, un loyer indicatif très très intéressant en termes de rendement potentiel de 765,89 € parce que a priori l'attractivité sur cette ville, donc sur Wavre, est assez importante, ce qui fait monter le prix potentiel de loyer. Donc on a cette comparaison qui se fait maintenant toujours en loyer brut, en rendement brut, pardon. Donc le rendement brut sur l'appartement de chambre premier étage, donc type Thomas et Piron, où à Mons on aura un rendement de 3,62%, à Libramont 3,17%, Liège 3,36%, Namur 3,61% et Wavre 4,05%. Donc on voit on est un peu dans la moyenne édité plus haut. Donc entre ces 3-4%. Et ce qui est intéressant quand nous on a fait l'étude ici et la comparaison, c'est qu'on avait des fausses croyances, on va les appeler comme ça, en se disant que le marché immobilier entre guillemets le plus cher, ou en tout cas ce qu'on pensait être le plus cher à Wavre, ne l'était pas spécifiquement. Par contre, les prix des loyers, eux, en effet, avaient une moyenne supérieure. Et donc, on pensait qu'il était plus intéressant peut-être d'acheter à Mons qu'à Wavre en termes de rendement. A priori, ici, dans cette première analyse statistique, ça nous a donné tort. Donc c'est ça qui est intéressant quand on veut investir dans l'immobilier, c'est de ne pas s'écouter, penser ce que les gens disent, ah ben oui, Wavre c'est cher par exemple, ou Namur c'est pas cher, Charleroi encore moins, ou Mons, Libramont et autres. Il faut vraiment s'appuyer sur des faits concrets et des analyses chiffrées. Ça permet d'éviter éventuellement de se tromper avec des fausses croyances sur l'investissement. Ce qui est donc ici, pour conclure dans cette étude comparative, on voit que les rendements, à peu de choses près, sont quand même quasiment moyens identiques. Donc, il est intéressant au final d'acheter un peu dans toutes ces villes potentiellement, puisqu'on a quand même, on sait quand même sortir des rendements entre 3,17 et 4,05 qui restent bien sûr nettement supérieurs au compte épargne. Ça, c'est une certitude. Ce qui est très intéressant maintenant, au-delà des rendements potentiels actuels, c'est surtout les rendements potentiels futurs et la plus-value éventuelle de votre investissement immobilier. Parce que quand on achète de l'immobilier, bien sûr, on aimerait bien que ce soit rentable directement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on recherche. Mais surtout, on souhaite sécuriser son placement et que ce soit potentiellement rentable, soit pour soi à la fin de sa carrière ou pour ses enfants avec une vision plus patrimoniale. Donc on va se demander ici quelles sont les perspectives d'avenir sur certaines villes et on a ce tableau ici, enfin cette cartographie toujours de la Wallonie qui nous vient d'IWEPS. Donc c'est la perspective de croissance de la population entre 2020 et 2035 estimée par commune. C'est très intéressant dans l'investissement immobilier, tout simplement parce que on se dit que plus potentiellement il y a de la démographie, donc de la population, plus les prix peuvent éventuellement monter ou en tout cas rester sur des valeurs au moins d'acquisition. C'est vraiment une analyse intéressante à faire quand on souhaite acheter de l'immobilier en se disant je place plutôt entre guillemets à Tournai ou le village à côté ou à Visé ou bien à Liège, etc., en se disant la perspective, ça reste des statistiques, donc c'est des projections, mais la perspective d'avenir est peut-être plus intéressante à 10 ou 20 kilomètres d'où je pensais acheter que où j'achète actuellement.
Donc ces chiffres, c'est la croissance de la population. Vous pourrez faire peut-être un print screen de l'écran puisque c'est intéressant de pouvoir relocaliser l'endroit où vous vous situez, vous, où vous voulez peut-être acheter, en regardant les points, les pastilles rouges, rouge-orange, et les pastilles bleues. Donc le rouge, plus c'est gros, mieux c'est dans la démographie en tout cas et dans le potentiel démographique de la zone, de la commune. Donc le bleu, plus c'est gros, moins potentiellement c'est bon. Donc plus il y a un exode entre guillemets de ces villes-là vers d'autres ou en tout cas un déficit démographique. Donc ici, on dit que donc, les communes en fort accroissement de la population se retrouvent au nord du sillon Sambre-et-Meuse, là où les communes sont déjà en grande partie densément peuplées. Mais parmi celles-ci, on retrouve surtout des zones gagnées par la périurbanisation plus récente de Bruxelles, avec le nord du Hainaut par exemple, le nord-ouest de la province de Liège également, et l'ouest et sud du Brabant wallon. Donc des croissances importantes de la population et des chiffres absolus se marquent aussi parmi les communes de la ville de Luxembourg. Donc comme on expliquait tout à l'heure, c'est un peu corrélé bien sûr au prix de l'immobilier de manière générale parce que plus il y a de personnes sur un marché, plus les prix potentiellement montent. Mais on voit aussi ici que ces frontières sont importantes. Toutes les zones, Arlon, Mésancy, Attert, etc., sont encore des zones qui sont privilégiées et qui potentiellement vont augmenter en termes de population également. On voit qu'il y a quand même plus de rouge de manière générale, rouge-orange que de bleu. Donc la population, elle croît quoi qu'il arrive, même s'il y a des petites disparités entre les zones. Autre élément important à prendre en considération quand on achète de l'immobilier, c'est qui va être mon locataire et qu'est-ce que les gens recherchent au final. Donc pour ça, l'évolution du type de ménage est très très important. La taille de ménage, donc une personne compose un ménage ici dans ce graphique. On voit une nette explosion des ménages de 1 à 2 personnes par rapport entre guillemets à la famille classique des années 70-80 qui était la famille avec 3 enfants et 2 parents, qui elle est en nette, si pas diminution en tout cas, elle stagne fortement. Donc on voit la famille 3, 4, 5 personnes qui est franchement dans le bas du tableau ici sur les années qui sont écoulées. Et donc ces besoins de logement pour 1 ou 2 personnes sont vraiment à prendre en considération dans la réflexion d'un achat en se disant est-ce que j'achète justement cette grosse villa 4 façades avec beaucoup de chambres, éventuellement oui si je m'adresse à peut-être du co-living ou de la colocation, ou est-ce que je vais plutôt vers le type d'investissement le plus couru et d'ailleurs le plus construit au jour d'aujourd'hui, cet appartement, 1 ou 2 chambres. Bien sûr, on peut mettre une seule personne dans 2 chambres. Donc, c'est ça qui est important aussi d'analyser en fonction de la démographie ici, donc précédemment vue, potentielle et le type de ménage qu'on va retrouver dans le futur potentiellement à plus grande échelle, en se disant est-ce que mon investissement est bien réfléchi et est-ce que je suis dans le bon produit au bon endroit. Donc ça, bien sûr, c'est une réflexion générale à prendre. Il faut essayer de se renseigner au maximum et d'aller chercher les outils statistiques à disposition. On a de la chance ici en Wallonie, donc moi j'ai créé aucun graphique ici, j'ai été les rechercher de ce qui existait. Donc l'IWEBS pour ces données démographiques et StatBel pour les parties plus statistiques et les prix médians. Après, c'est une analyse de rendement et d'opportunité en fonction de chaque ville et chaque souhait d'investissement. Mais en tout cas, les outils sont à disposition et ne demandent plus qu'à être interprétés. En termes de conclusion, donc on répète un peu que l'important c'est de déterminer vraiment le lieu avant l'investissement.
d'analyser un maximum justement tous ces indicateurs et aussi et surtout de se tenir informé des actualités, des perspectives. Il est important de savoir quand on investit dans une ville, un village, peu importe, mais un endroit ou une commune, de voir un peu la vision à long terme de la commune et les projets d'investissement qui sont aussi déterminés dans cette commune. On l'a vu aussi, un des éléments importants était le fait qu'il y ait des zones vertes ou des zones en tout cas naturelles à proximité de son logement. Mais savoir aussi, est-ce que cette commune où je souhaite investir a des projets de parcs, etc., ou de développement naturel, ou pas du tout, et essayer un peu de se positionner en fonction de différentes perspectives. Très très important, et ça c'est ce qu'on répète à tous nos clients quasiment tous les jours, c'est qu'il ne faut pas acheter ce que vous devriez acheter pour vous. Donc, il ne faut pas acheter de l'immobilier d'investissement comme pour soi et ce qu'on voudrait acheter pour habiter. Bien sûr, on a certains clients de 45 ans et plus qui vont acheter l'appartement de leur futur vieux jour en se disant je l'achète au jour d'aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, en le mettant en location et puis en allant y habiter. C'est une possibilité, bien entendu, et c'est un autre type d'investissement où là, on va moins rechercher le rendement. Mais quand on cherche du rendement, en tout cas, il faut faire abstraction de ses propres critères de recherche et de vie de manière générale et se dire quel produit, donc quel type d'immobilier est intéressant à quel endroit. Et c'est comme ça qu'on détermine l'investissement. Donc jamais acheter comme pour soi. Il ne faut pas toujours aller chercher au plus proche de chez soi non plus. Comme on l'a vu, peut-être que la ville ou le village à côté va être un peu plus intéressant en termes de perspectives d'avenir, bien que c'est plus avantageux en termes de gestion. Si vous habitez à Libramont et que vous voulez acheter à Mons, si vous avez un problème avec votre locataire ou un robinet qui fuit ou quoi que ce soit et que vous devez intervenir, bien sûr que le rendement va être impacté en fonction du nombre de trajets que vous devriez faire et par rapport à ce différentiel de rentabilité qu'on a vu qui reste somme toute tout à fait raisonnable aussi. Donc parfois, il vaut mieux quand même acheter à proximité de chez soi ou en tout cas dans un rayon d'action pas trop éloigné, faire 200 km, à moins que ce soit la mer du Nord, bien entendu, mais c'est encore un autre type d'investissement. Faire 200 km pour aller régler les problèmes locatifs, vous aurez vite perdu votre plus-value de rendement par rapport à votre propre région, très certainement. Autre statistique intéressante, c'est sur l'ensemble du territoire wallon ici. C'est un sondage qu'on a fait auprès des agences immobilières wallonnes. C'est le pourcentage d'impayés sur l'ensemble de leur portefeuille de gestion. Donc, ça varie entre 3 et grand maximum 5% d'impayés dans tout le territoire. Donc ça, on a aussi tendance parfois à croire que certaines régions sont moins bonnes que d'autres. De manière générale, c'est potentiellement vrai, mais quand même en grande partie faux. Dans cette moyenne, en tout cas, peu importe qu'on soit à Liège, Luxembourg, Bastogne, etc., Namur, Charleroi et autres, on a toujours ce pourcentage d'impayés qui restait très similaire. Donc là, il ne faut pas trop se tracasser non plus avec ça en se disant il y a beaucoup de risques à mettre en location. Bien sûr, il y en a comme dans tout, mais ils sont quand même limités d'après ce qu'on peut savoir en tout cas. Voilà, donc j'espère vraiment que ce webinaire vous aura été utile et que vous aura appris certaines choses, qu'il aura peut-être permis de se dire je préfère investir un peu plus loin ou un peu plus près et où je me fais aider aussi. Et donc nous on est là bien sûr pour ça. Donc au sein de la société Cartouche, donc de chasseurs immobiliers, notre rôle c'est vraiment de rechercher et d'analyser les différents types d'investissements. C'est bien sûr pour tout type de clients. On a des personnes qui sont disponibles dans toutes les provinces actuellement. Donc, on sait vous aider vraiment avec une personne locale à tous les niveaux.
Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site, donc cartouche.imo, où il y a un module de messagerie instantanée sur lequel je serai ici. Je ne sais pas répondre aux questions ici dans ce webinaire, tout simplement parce que les plages horaires prévues sont déterminées et le webinaire va couper peut-être en plein milieu d'une explication. Donc, je serai disponible ici dans la demi-heure, en tout cas certainement, sur ce chatter, sur notre site internet. Je vais essayer de vous envoyer peut-être directement le lien voilà, vers notre site, où vous pouvez directement rentrer en contact avec moi si vous avez des questions actuelles. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un email, donc info@cartouche.imo, et on est à votre disposition pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Il y aura d'autres webinaires qui sont prévus. Vos sujets sont les bienvenus aussi. Si vous souhaitez qu'on aborde tel ou tel sujet, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous envoyer un petit mail et on préparera un webinaire en fonction de l'attractivité du sujet qui sera demandé. Donc voilà, encore une fois, merci de nous avoir suivis. Vous étiez quand même relativement nombreux aujourd'hui. J'espère vraiment que les informations vous auront été utiles. À très bientôt.